L'apéro spécial Los Angeles. Les Los Angeles Lakers ou les Los Angeles Clippers? Voilà comment ça démarre. Hein. On est passé à un Game 7 bien géré par les Warriors, d'avoir toutes les équipes de Californie dégagées au premier tour. Ah, les Kings étaient pas... Non. Donc voilà, 2 éliminations à Los Angeles. Oh là 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 2 là là. configurations d'élimination très différentes. Hein. Ah oui, mais Rien à voir. deux rendez-vous au Terminal 3 de Roissy-Charles de Gaulle ou de LAX, pour être précis là cette fois, puisque les Clippers et les Lakers sont éliminés dès le premier tour des playoffs 2025. Certains l'avaient annoncé, d'autres les voyaient aller plus loin, et donc forcément on va devoir revenir sur ça. Vous pouvez dire Los Angeles, vous pouvez aussi dire la cité des anges de la télé-réalité. Hein, si vous en voulez d'autres comme ça, n'hésitez pas à suivre Alex et Bibi et toute l'équipe de Trash Talk sur les réseaux sociaux. Los Angeles, c'est pas de moi. Je l'ai vu dans un je sais plus, sur YouTube, je crois. Oui, bien sûr. Non, mais tu vois, Faut être j'ai pas honnête. les copyrights. C'est tout à- Je l'ai te trouvé comprends. très bien. Allez, on rend aux auteurs ce qui leur appartient. On va faire un apéro. Vous étiez nombreux à nous envoyer des DM. Allez, les gars, s'il vous plaît, éviscérez les Clippers après ce qu'ils ont fait en 7. Et l'apéro Lakers. On est là. On est là. On est là, Los Angeles, on est là. On est T'inquiète, là, t'es caté. Tout à fait. Et Alex, on a dit qu'on allait faire d'abord les previews des séries et qu'ensuite, tout au long des playoffs, on allait revenir sur ces équipes éliminées. Priorité aux gens qui gagnent et aux gens qui avancent, donc aux previews et aux éventuels débriefs de séries qui vont arriver petit à petit au fur et à mesure que... Aux équipes sérieuses, en fait. Voilà, exactement. Priorité aux équipes sérieuses, priorité aux équipes qui jouent bien collectivement. Voilà. Même si les Clippers ont pas si mal joué que ça collectivement, faut pas non plus... Non mais tu vois, genre, bon, je sais pas si on commence par les Clippers. C'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire, c'est très très simple. On va se lancer tout de suite. On va faire d'abord les Clippers parce que c'est l'actualité la plus récente, la plus chaude. Hein, ah bah ça c'est sûr que on va revenir sur sont bien en vacances là. Et les Lakers, oh là là, il va falloir dépoussiérer 2-3 dossiers. Donc d'abord, on s'occupe de nos amis les Clippers qui en effet sortent de manière dramatique, mais on fait quand même une série face aux amis Denver. Ouais. En 7. Ouais. Ils ont fait Qu'est-ce que tu veux? jusqu'au match 7, ils font à peu de choses près, ils font la série qu'il fallait. J'ai l'impression que j'ai entendu cette phrase. Non mais c'est vrai. Ils perdent le match 1 et le match 4. Le match 1, ils le perdent en prolongation sur des petits détails, des remises en jeu, des gros tirs de Westbrook dans le corner qui tombent dedans, malgré un Harden qui fait un bon gros match 1. Non, tu vois, Harden là-bas. Non, tout à fait. Une défense plutôt bien organisée qui a bien saoulé les Nuggets et tout. Mais ils ne le prennent pas parce que Aaron Gordon, ils sont tombés sur une série énorme d'Aaron Gordon au global, et puis ils sont tombés sur une très belle série de Russell Westbrook, et notamment ce Game 1, Westbrook et Gordon, pas tout seul, Jokic fait du taf, Murray met quelques gros tirs et tout, mais Westbrook et Gordon sont vraiment les deux factories qui permettent de faire gagner le Game 1. Aaron Gordon permet de faire gagner le Game 4 avec ce dunk sur un tir raté de Jokic à la toute dernière seconde. Non, à la toute dernière seconde, on lui a fallu je sais pas combien de ralentis pour être sûr qu'il avait bien lâché la balle du bout des doigts avant le gong final. Donc on peut dire oui, Denver ils ont eu de la chance et tout. Denver a su arracher les matchs qu'il fallait, pas Los Angeles, et on s'est retrouvé avec un Game 7 à Denver, mais les Clippers étaient là et tout. Ils étaient là. Ils en étaient là dans la série, sans l'avantage du terrain, à pousser l'adversaire en 7, après avoir perdu le match 4 chez eux, ils ont perdu le match 5 là-bas, ils étaient menés 3-2, ils ont égalisé à 3-3, enfin, ils avaient leur chance. Et il y a ce Game 7 raté. Raté, je suis très poli. C'est de la merde. Chier dans la colle. Un bon premier quart, et puis derrière, deuxième quart, troisième quart. Au quatrième quart, il n'y a pas de quoi en parler. De toute façon, l'écart n'est même pas représentatif, l'écart final n'est même pas représentatif de la violence que c'est pris. Il n'y a que 20 ou 19 alors qu'il y a 45 en ressenti. Bah bien sûr, quand tu prends plus 30 d'écart entre le deuxième et le troisième quart, c'est vraiment que tu n'étais pas dedans. Heureusement que Kobe Bryant est là pour nous faire le garbage. Et que tu n'as pas su répondre. Moi c'est ça qui m'attriste et qui me dérange vraiment avec cette équipe des Clippers et qui va nous faire poser des questions pour la suite, c'est que en termes de talent, ils ont montré qu'ils étaient là.
Kawhi fait un énorme Game 2. Harden fait un très gros Game 1 et un très gros Game 6 notamment. Oui. Norman Powell s'est bien réveillé en deuxième partie de série et est devenu le factor X qu'on attendait de lui qu'il soit. Zubac face à Jokic fait quand même une série, même si son Game 7 n'est pas là, il fait quand même une vraie série. Ouais. Nico Batum, Parfait. incroyable, sortie de banc et tout. Chris Dunn en défense. Et Chris Dunn en défense se bat, début. même si parfois il est compliqué à jouer quand la défense de Denver s'est appliquée et s'est concentrée à commencer à jouer tactique. Même chose pour Derrick Jones Jr. Je veux dire, les Clippers ont joué les yeux dans les yeux avec les Nuggets et sur ce match 7, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Quand Denver a donné les premiers crochets, Aucun répondant. non, rien, nada. Aucun Ils répondant. n'ont même pas essayé de se protéger. Non, aucun. On a vu 24 heures plus tard un match 7 entre Rockets et Warriors où les deux équipes nous donnaient l'impression d'avoir vraiment envie d'aller au tour suivant. Il n'y en avait qu'une seule samedi soir. Oui, et puis voilà, envie d'aller au tour suivant. Je pense que les Clippers avaient envie d'aller au tour suivant, mais ils ne se sont pas donné les moyens. Ils n'ont pas du tout fait le nécessaire. Les Rockets ont pris des coups dans la tête. Ils ont fini par perdre ce match, mais ils ont pris des coups dans la tête à plusieurs reprises. Ils ont recollé au score à plusieurs reprises. Ouais. Ils n'ont pas lâché. C'était dur, les tirs rentraient pas, et nanana. Ok, mais ils n'ont pas lâché. Les Clippers, le problème, c'est qu'au premier blitz dans le deuxième quart, ça se voyait. On était inquiet quand c'est rentré à la mi-temps. Le run de fin de deuxième quart là, du Game 7, on était là genre ouh là 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 là. Puis après le troisième quart laisse tomber. Mais à la sortie de vestiaire, pas de répondant chef-d'œuvre. à la sortie de vestiaire. J'ai même pas envie. Après évidemment on pointe du doigt Harden, on pointe du doigt Kawhi. Ok, on peut les pointer du doigt, mais on peut pointer du doigt aussi Tyronn Lue qui a peut-être pas fait son Game 7. Enfin c'est pas peut-être, il a pas fait son Game 7. Il n'y a pas eu l'adaptation qu'il fallait. Il n'a pas su répondre aux choix tactiques des Nuggets. Et puis ses leaders l'ont un peu laissé tomber, on va pas se mentir. Il n'était pas sur le terrain au final. Hein. Après, c'est comment tu prépares le match et tout. Mais il y a plein d'éléments en effet. Moi, ce que je trouve frustrant, parce que il y a eu de l'énervement pendant le match. Nous, quand on l'a commenté, il y a eu vraiment de la... Ouais, pareil, dimanche, j'étais saoulé, j'étais énervé de vivre ça en direct, de commenter ça en direct, parce que vraiment, c'est un no-show de la part des Clippers. C'est même pas tu te fais battre par une équipe qui a été en feu à 3 points, merci, cordialement, on s'est fait avoir, c'est comme ça, c'est le basket. C'est vraiment n'importe quelle personne qui connaît les règles du basketball et a regardé le Game 7, a regardé les Clippers et a fait, mais les gars, vous en avez quelque chose à foutre. T'as même sorti en plein live, on a l'impression d'être le 12 mars. C'est sûr. Donc ça, moi, j'étais un peu choqué. Je t'avoue que ce qui m'a vraiment marqué, c'est une équipe qui, sur la deuxième partie de saison et sur le push de fin, là, a terrorisé tellement de monde. On a discuté ensemble et on s'est dit, OMG, Kawhi Leonard a l'air chaud, preuve étant le Game 2, énorme qu'il nous Harden fait une très belle régulière. Harden fait une magnifique la régulière. défense est en place. Ils ont des briscards, ils ont récupéré Bogdanovic à la deadline, ils ont Nico Batum, Zubac c'est un candidat MIP. Ils ont des gars qui commencent à nous rappeler des Mavs 2011 ou des équipes comme ça un peu de vétérans qui sont capables de s'activer en play-off. Harden énorme sur la saison régulière et aussi sur certains matchs de play-off. Le dernier match là, à Golden State, la saison régulière, on a fait la science-fiction derrière. On s'est dit franchement, s'il y a des gens qui veulent mettre les Clippers en finale de conf ou en finale NBA, ben on entend, ils sont terrifiants. Et donc, au début de la saison, on les avait mis dans un range 8-10 à peu près, les Clippers. Ils finissent 5e. Qu'ils ont surperformé. Et donc, c'est ça que je trouve, Tyronn Lue a tenu à mettre en avant et que je trouve assez honnête, c'est par rapport aux attentes globales, les Clippers ont vraiment fait du gros boulot. C'est une équipe qui a été vraiment battante. Indéniable. Tout à fait. Par contre, en Game 7... Le problème, exactement. En fait, ce qui est triste, le match le plus important, et qui résume bien malheureusement cette franchise qu'elle a loose au corps, c'est que leur régulière, elle est au-dessus des attentes. Leur série, en tout cas les 6 premiers matchs contre Denver, est un bon contenu avec pas mal de bonnes choses. Alors après, tu perds des matchs sur des détails et tout, mais bon, tu joues les Denver fucking Nuggets en face aussi. Au bout de 6 matchs, on disait c'est la meilleure équipe des deux. Il y a des mecs talentueux, voilà exactement, ils viennent te chercher des trucs. Aaron Gordon fait grave sa série, Westbrook, Jokic, ok, on dit oui, il aurait pu faire mieux et tout, il est quand même en triple-double de moyenne. Murray a eu un gros Murray game, plus il a été assez clutch à plusieurs moments, enfin, tu vois, avec des bons pourcentages au tir. Donc, les Clippers, c'était dans la série de ça. Le vrai sujet, c'est ce Game 7 qui... C'est comme la confiance, quoi. C'est long à bâtir, et alors c'est très rapide à détruire.
Bah, c'est exactement ce qu'ils viennent de faire les Clippers. C'est-à-dire qu'on était là, on se dit putain, waouh. Et là, en un match, en un Game 7, on se dit Ah, mais putain, c'est les Clippers. c'est vrai que c'est les Clippers, merde. C'est exactement ça. C'est en, vrai qu'Harden, en 48 minutes. Ah, c'est vrai que Kawhi, il est fort, il fait ses stats. Là, sur la série, il a des bons pourcentages et tout. Là, pour taper du poing sur la table. Statistiquement parlant, il n'y a pas trop grand-chose à lui redire. Bon, il y a des matchs un peu plus discrets que d'autres, mais là, il y a le côté taper du poing sur la table et il y a le côté, on m'a beaucoup dit oui, mais il est leader par l'exemple et tout. Ok, c'est pas un mec vocal. Ouais. Ok, ça, je veux bien et tout. On en a connu d'autres des leaders qui n'étaient pas des leaders vocaux dans l'histoire de la ligue. Il y en a eu. Des très bons d'ailleurs. Par contre, ils étaient peut-être pas dans le côté vocal de l'affaire. Par contre, quand ça pue et que ça commence, ça prend ses responsabilités. Là, il faut. Ça ne se cache pas. Ça ne prend pas que 13 tirs. Oui, Aaron Gordon lui a mis la grosse pression physique, a très bien défendu. Ok. T'es Kawhi fucking Leonard. Tu dois trouver des solutions dans ce genre de match. Et j'arrive après sur Harden. Harden. Évidemment. Hein. Mais c'est marrant que tu parles de Kawhi parce que on a parlé de ça en live et je sais que ça en avait dérangé certains quand je mentionnais notamment le nom de Draymond Green. Et ça s'est prouvé sur le Game 7 contre Golden State où c'est ressorti. Après le Game 6 atroce des Warriors, Draymond, il a convoqué les gars de l'équipe, il a fait « j'ai fait de la grosse merde, je suis désolé, mais je vais faire mieux au Game 7 et on va aller remporter ce match ». Que vous aimiez ou vous aimiez pas Draymond Green, c'est une chose, il est détestable sous bien des points. Mais par contre, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'à ce moment-là, il parle et il y a les actes derrière. Il prend ses responsabilités. Et dans un match qui est compliqué, le mec qui donne le ton, et il a été applaudi par tout le monde, y compris Steve Kerr, c'est Draymond. C'est le leader émotionnel de cette franchise. Avec Steph. Avec Steph, il donne un sacré ton aussi dans le Game 7. Tout à fait. Mais la réunion convoquée où il y a un mec qui fait « les gars, my bad, j'ai vraiment fait de la grosse merde ». C'est parce que c'est son style. Mais Kawhi, il n'y a même pas ça aux Clippers. Non mais Kawhi, c'est pas le genre à convoquer des réunions. Moi, ok. Bah ouais. Et ok, mais chacun son style de leadership. Moi, ce que je lui reproche vraiment, c'est dans le contenu de ce Game 7. On attend d'un joueur de cette trempe, quand ça prend l'eau de tous les côtés, vas-y, prends les ballons. Prends les ballons. Il en a pris, hein. Demande des... Pas assez, mais il en a pris. Bah, il a que 13 tirs. Ah, tout à fait. En fait, à la première mi-temps, il essaie vraiment de répondre, et à partir de la deuxième, c'est bon. Bah, ça lâche. Mais dans le deuxième quart, ok, le coaching de Lou l'aide pas toujours. Ok, Aaron Gordon, des prises à deux. Ok, bien sûr, il y a des trucs, mais c'est son job de trouver des solutions en fait dans ces cas-là. Et autre point, moi, qui m'a dérangé aussi, c'est que, ok, c'est compliqué en attaque, t'arrives pas à trouver tes spots et tout. Bah, je sais pas, montre l'exemple en défense aussi dans ce cas-là. Gordon l'a enfoncé en défense à des niveaux. Moi, j'étais là, qu'est-ce qui se passe là en bas là, Aaron Gordon, Kawhi Leonard ou pas? Franchement, ça m'a saoulé. Ah ouais. Ça m'a saoulé. Steph en Game 7 qui a défendu comme un fou furieux. Ça veut dire, il rentrait pas un Steph Curry, hein. Il a pris des rebonds dans tous les sens. Oui. Il provoquait des passages en force et tout. Les gars, on y va. C'est ça que j'aurais voulu voir de Kawhi. Mais c'est la différence entre deux franchises. Il y en a une avec une structure, avec des leaders et avec des joueurs qui savent comment faire dans ces moments, et des joueurs qui là, en l'occurrence, n'avaient pas grand-chose à faire ou ne donnaient pas le sentiment qu'ils en avaient grand-chose à foutre. Moi, ça m'a vraiment dérangé par-dessus tout, c'est la certitude qu'il n'y en avait pas grand-chose à foutre. Tu peux perdre au basket sur plein de trucs. T'as un joueur qui s'est blessé, t'as un mec qui a pris feu. Le basket, c'est comme tout truc de sport collectif. Tu peux te faire avoir sur 48 minutes. Mais dans l'attitude, putain, c'est mort. Et je comprends Kawhi, en effet, dans les actes, il aurait pu avoir différentes choses. Mais... oui, aussi, on va en venir à James Harden. Il y a eu des bonnes distributions au début du match parce qu'il fallait donner la balle. Il était bien pris et il trouvait des solutions pour faire vivre ses coéquipiers. Et ça, à la mi-temps, on était là genre bon, ça au moins... ça va, tout à fait. Mais les gens qui viennent me voir et qui me disent « Ouah, vous êtes dur avec lui » alors que c'est le 12e... Avec Harden ? Avec Harden, alors que... c'est le 12e meilleur scoreur de cette soirée. Le 12e, hein, il a 7 points sur ce match-là. Il a tenté 8 tirs. Alors, je veux bien la distribution, mais jusqu'aux dernières nouvelles, je crois que Harden est un des meilleurs scoreurs de tous les temps et qu'il y avait besoin de la percussion aussi de Harden. Surtout par rapport à ce qu'il venait de montrer au Game 6. Et ce qu'il venait de montrer au Game 6. Avec de l'agressivité et tout. Exactement. Donc là, on ne l'a pas. Donc moi, j'étais furieux de voir ça. Abandon du coup en seconde mi-temps, c'est pas grave. On va la donner, on va remonter la balle parfois tranquillo, donc c'est pas grave. Si on se fait éliminer au moins, on aura bien participé. Et ce qui est horrible, parce que s'il y a un mec 2 semaines avant qui nous émerveille à Golden State, dans le dernier match de régulière, c'est James Harden, qui nous fait le match de zinzin là, pour aller le chercher, là, parce que c'est important au classement. Et quand tu ajoutes à ça, peut-être que pour certains c'est un détail, mais moi ça m'a rendu fou, le fait que quand tu perds en Game 7, et sur les autres matchs de la série où les Clippers perdent,
Harden, ça va pas derrière en conférence de presse. Non. Alors quand il y a victoire, il y a tout le monde. Là, ça parle. Mais alors, par contre, quand il y a défaite, refuse de parler aux médias. Moi, je sais que pour certains, c'est un détail. Ça me rend barge parce que c'est très représentatif d'un manque globale. d'attitude et de capacité à prendre ses responsabilités et les assumer. Et ça, c'est scandaleux. Alors certains vont nous dire, bah ouais, mais les gars, on parle de James Harden. Mais oui, mais ça me fait chier parce que c'est un des meilleurs joueurs techniques de l'histoire de ce putain de sport et de répéter les mêmes choses et les mêmes mèmes au fur et à mesure, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Catégorie Carmelo Anthony. Ouais, bah j'en ai ras le cul. Non mais, c'est tout. Voilà. Et Kawhi, c'est triste. Kawhi a déjà montré des choses. Il a été bagué 2 fois. Il est 2 fois MVP des finales. Après, il a subi des blessures à répétition sur son genou. On a compris, c'est plus le même. Mais là, c'est là où on en vient aussi à cette tristesse pour les Clippers. C'est ce côté, ils ont vraiment la loose au corps. C'est nouvelle salle. Public qui se donne. The Wall et tout. Et ils ont même ramené Proprio qui te ramène 120 mecs, tout frais payé, machin, il te les fout derrière le panier. En gros, un effort, une ambiance. Équipe au complet. Pas de blessés. Les dernières années, à chaque fois que les Clippers sont fait éliminer, on a fait... Eh ouais, mais et là, s'ils étaient à 100% contre les Suns, t'as vu Kawhi, il était en train de les taper, et en fait, il est blessé. Ok, moi je comprends, et c'est frustrant et tout, mais là, exactement, on les a là. ce qui est frustrant, c'est que là, il y avait ce qu'il fallait pour aller chercher Denver et tout. Alors oui, tu perds des matchs sur des détails et tout, mais dans le match, l'un des matchs les plus importants de l'histoire de la franchise, ils sont pas là, les gars. Ils sont pas là. Et après, on peut dire, oui, mais les pourcentages, t'es pas si mauvais. Qu'est-ce que c'est que je m'en fous? J'en ai rien à branler. J'aurais préféré que Kawhi, il prenne 25 tirs. Je le dis, vraiment. On va me dire, oui, c'est pas son jeu et tout. Et puis qu'il se défonce le fion en défense. Exactement. Qui montre l'exemple. En fait, tu prends 25 tirs, c'est exactement ça. Tu prends 25 tirs, mais si t'en as mis 9, mais que par contre t'étais agressif parce que tu voulais mener ton équipe un peu, créer les secondes chances et tout, bah, surtout que ça va créer des décalages forcément. Ça va créer des décalages, évidemment. En fait, la défense de Denver a proposé des ajustements, et puis bah, les Clippers se font, ah putain, merde. Franchement, c'est ça. La deuxième mi-temps des Clippers, c'était genre, tiens, putain, à toi. Voilà. À toi, fais voir. Oh mince, oh, ils sont forts. Oh, fais voir. Mince. Allez, ils jouent physique. Hein. Non, c'est relou. Donc, bon, les Clippers, voilà, déception. Cristallisée par ce match 7, évidemment. Grosse déception. On va voir comment ils vont aborder l'été. J'ai vu des rumeurs là, j'ai vu genre oui, Tyronn Lue, ils vont peut-être pas le garder et tout. Bon, j'en doute. Abordons en effet tous les dossiers, parce qu'il y en a chez les Clippers. C'est une franchise qui évidemment est contente de son groupe. Il y a eu une alchimie énorme. Ce Game 7 est une énorme déception, parce que Tyronn Lue l'a bien dit, lui il se penchait sur le Thunder, hein, donc ça veut dire les demi-finales. Au lieu de ça, il doit se pencher sur la crème solaire, donc c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs sujets principaux. Pour parler en précis de nos amis les Clippers, Kawhi Leonard est en bonne situation contractuelle, hein, il est prolongé. Encore 2 ans, 50 millions par an. Tout à fait, c'est garanti hein, jusqu'en 2027. On a le dossier James Harden. Alors James Harden, pour ceux qui ne le savent pas, donc je le montre, c'est un joueur qui a une player option là, activée ou non en juin à 36 millions de dollars. Ouais. Alex, sur le principe, je pense qu'on peut le dire, il est content d'être à Los Angeles. Il a besoin, et comme il a dit, il en a parlé, de continuer à développer son alchimie avec Zubac et d'essayer de taffer avec Kawhi et tous les gars qui sont là. Et c'est un joueur qui a montré par le passé qu'il pouvait prendre des pay cuts pour permettre à sa franchise, quand les Sixers avaient dû prendre PJ Tucker, de se renforcer financièrement. Donc, qu'est-ce qui va se passer selon toi, et qu'on fasse un peu les pronostics sur Harden cet été, les Clippers? Oh, il va rester, pour moi. Avec pay cut, avec un petit pay cut? Peut-être, ou peut-être qu'il va juste prendre sa player option, telle qu'elle est là. Parce qu'en fait, quand tu regardes la situation contractuelle des Clippers, vu qu'ils se sont débarrassés de Paul George et qu'ils l'ont laissé signer aux Sixers qui n'ont pas filé le max, ils sont dans une situation contractuelle, on va dire, que je qualifierais de correcte. Ouais. Exactement. Ça a nettoyé le bordel précédent. Ils vont être très largement, plus de 20 millions sous le premier apron l'année prochaine, avec les contrats qu'ils ont là. Et en fait, le noyau est signé. C'est-à-dire que donc Kawhi c'est bon, Harden c'est une player option, s'il la prend t'es bon, Powell encore 1 an, Bogdanovic en a encore 2, Zubac en a 2 ou 3, Derrick Jones en a 2, Chris Dunn. Et a des très bons tarots. Genre à des bons tarots, même Nico Batum c'est une player option, on verra ce qu'il fait mon Nico, mais franchement
Peut-être qu'il va la prendre, hein, tu vois, voilà. Sur Batum, je précise, ils lui ont demandé justement ce qu'il en pensait. Il a dit moi je reviens si les Clippers me désirent. Les Clippers désirent retenir Batum. Oui. Voilà, après On va voir la comment ça va se série qu'il passer. fait, s'il commence à dire non, Nico Batum, je fais les gars. Non, réveillez-vous. Un joueur pareil pour. Je sais que vous êtes des losers, un mais quand même. salaire là, mais quand même. Ouais, tout à fait. Je sais que vous aimez la pense qu'ils défaite. vont pas mais laisser filer. ouais, Batum, ça va rester. Ils vont pas laisser filer. C'est lui qui décide si sa carrière continue. Voilà, c'est lui qui décide et tout machin. Très bien. Donc ton groupe, sur le papier, après tu peux toujours monter des trades, hein, attention, hein, mais sur le papier, tu l'as ton groupe. Tu l'as. Surtout qu'en plus, faut pas oublier que la bonne régulière qu'ils viennent de faire, Kawhi joue tout juste la moitié des matchs. Hein. Donc là, tu pourrais partir du principe que Kawhi est capable de jouer 60, 65, 70 matchs, j'en sais rien, une saison un peu complète, entre guillemets. L'objectif, c'est qu'il soit là au camp d'entraînement à 100%. Et d'être mieux classé, peut-être. Et que ça taxe moins sur Harden. À voir, tu vois, voilà. Parce que ça demandait beaucoup d'ajustements au sein de l'équipe. Et tu peux te dire, voilà, le groupe, on l'a, on a chié, le Game 7, mais on a montré qu'on était capable, du talent, de l'expérience, de la défense, un pivot qui progresse, patati patata, tout ça. Tu l'as ton groupe. Je dis pas qu'ils vont pas monter un trade avec des bons assets comme j'en sais rien, moi le contrat de Norman Powell ou le contrat de Bogdanovic, tu vois, ils vont pas trader Zubac, hein, je pense pas. Non, il dit ça, c'est juste Derrick Jones, j'en sais rien. T'as des mecs comme ça. Je te dis pas qu'il faut le faire. Hein. Je dis ce sont des contrats, des bons assets que tu pourras imaginer. Potentiellement, oui. C'est surtout positionné dans un trade. Et c'est ça, c'est le dossier Powell qu'il faudra un peu surveiller parce que l'année prochaine, il rentrera donc dans sa dernière année de contrat à 20 millions de dollars et les Clippers ne sont pas dans le rush de lui mettre une extension là tout de suite mirobolante. On n'a pas envie de dépenser des sous parce que, comme tu le dis bien Alex, ils ont fait le travail de vraiment comprendre le CBA et ils avaient communiqué dessus, hein. Genre quoi, 24 heures après le trade de Paul George, ou en tout cas le fait de le laisser partir, ils avaient dit on est dans des bonnes situations financières, merci cordialement, on va être bien par la suite. Donc Norman Powell est le sujet. T'as ce groupe, t'as raison, t'as le groupe qu'il faut, t'as l'expérience, tu touches du bois pour qu'il y ait un groupe qui soit là toute la saison, c'est toute la question autour de Kawhi. Ceci étant dit, t'as le groupe, mais tes deux stars principales ne sont pas dans leur première jeunesse. Ah non, c'est vieillissant, même le groupe au global. Hein. Le groupe est vieillissant, Kawhi va ensuite avoir 34 ans, Harden va avoir 36, donc c'est vraiment là que ça se passe. Parce même que... les Bogdanovic et les Powell, hein, c'est pas des petits jeunes. Non, tout à fait. Donc sur ça, attention aussi, parce que Kawhi et Harden n'ont pas 28-29 ans, et tu sens que c'est maintenant que ça se joue, quoi. Donc tu gardes absolument ce groupe et tu travailles sur les marges. Moi, oui. Qu'est-ce que tu irais chercher? Moi, j'irais éventuellement chercher un pivot vétéran. Tu vois, on n'a pas vu Drew Eubanks, ils l'ont pas trouvé, ils l'ont pas fait jouer et tout. Ça peut peut-être avoir quelque chose de mieux, potentiellement. Il me faut un 4 qui s'est posé la balle sur le sol, quoi. D'accord, ok. Moi, tu vois, j'aurais plutôt dit un vrai meneur remplaçant, moi. Oui, tu peux aussi backup, bien sûr. Alors, c'est marrant. Tu vas me dire, moi, je disais ça dans le sens... je pense qu'on est d'accord sur le potentiel défensif de ces Clippers, mais on a vu des claires limitations en termes de plafond offensif. Donc il faut, on a vu, hein, franchement, tu disais, laissez Chris Dunn et Derrick Jones Jr. shooter à 3 et on va voir. Tu vois, un meneur remplaçant, un mec à la Tyus Jones ou qui apporte du punch offensif. Ouais, qui shoot, tu vois, un peu de shoot, tiens. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça, j'irais éventuellement regarder ce qu'il y a sur le marché disponible. Est-ce que des gars auxquels on pense pas là tout de suite, mais vont être dispo ou ils vont n'ont être pas dispo utilisé Patty Mills dans un petit trade. Ils n'ont pas utilisé Patty Mills. Mais Patty Mills, il est quand même plutôt jeune et puis en défense, c'est pas ça. Ouais, bien sûr. Je peux comprendre qu'il ne l'ait pas utilisé. Il y a mieux à faire sur ce poste-là, à mon avis. Mais tu vois, c'est vraiment de la modification à la marge. Le seul moyen de modifier beaucoup plus amplement ce groupe, c'est de commencer à trader des mecs plus importants dans le noyau. Je pense que c'est tôt, ouais. Surtout en année de là, ils vont avoir le All-Star, je crois, l'année prochaine, All-Star Weekend, les Clippers. Donc, Intuit Dome et tout. Enfin... Donc, il n'y a pas une marge de manœuvre et en même temps, tu peux te dire que même si le groupe est vieillissant, tu peux faire mieux l'année prochaine. Oui, et il va falloir, parce qu'il y en a un en effet dont tu as parlé très rapidement et ça va être son heure, c'est que le staff et la franchise s'entendent très bien autour de Tyronn Lue. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème de confiance. Le management de Los Angeles apprécie énormément le travail de Tyronn Lue et Tyronn Lue aime être à Los Angeles, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Ceci étant dit, la saison à venir, c'est celle où vraiment Tyronn Lue va devoir absolument montrer avec son groupe et des résultats, non seulement en régulière comme ça a été le cas là, mais ensuite en play-off. Faire le push qu'il a pu faire il y a quelques années avec Paul George en finale de conf. Parce que si là, ça n'a pas lieu, ou si les Clippers démarrent timidement la régulière, Tyronn Lue peut être sur un siège éjectable. Je veux être très clair là-dessus.
démarre timidement la régulière, j'ai du mal à y croire. Ils peuvent. En revanche, une autre élimination prématurée de play-off, enfin retourner en play-off, et une autre élimination prématurée pourrait donner envie au management de dire bon, il nous faut un autre type de coach. Il faut s'y préparer. Parce que là, Tyronn Lue, pour le moment, on lui a dit en effet... on lui a dit par le passé, le groupe n'est pas à 100%. Puis là, le groupe est à 100%, mais tu craques en Game 7. Attention, les cartouches deviennent de plus en plus réduites pour Ty Lue. Et je ne pense pas qu'il y aura de grandes modifications de fond sur ce groupe. Donc, il va falloir travailler avec les mêmes joueurs et faire mieux. Donc, et tu prends les mêmes moyen. et tu recommences. Plus ou moins, oui. Oui. Pas toi ? Si, j'essaye de comprendre juste un truc, et évidemment j'ai hâte d'avoir ton avis et celui de la fanbase des Clippers, c'est... Je t'en prie, mouche-toi. Quand tu te retrouves dans des situations d'équipes qui vont jusqu'au titre, donc type ce Game 7 qu'on vient de commenter. Tu as des joueurs vétérans comme Nico Batum qu'on a vu en équipe de France, capable de gueuler. Tu as des joueurs qui ont vécu des grandes choses comme Harden ou Kawhi, mais qui sont pas trop dans le « allez, on remue les troupes ». Et donc, il faut se remettre un peu à Tyronn Lue pour taper du poing sur la table. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de joueur, un autre joueur champion autre que Kawhi Leonard, qui est là et qui tape du poing pour dire « c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça qu'il faut faire ». Parce que là, sur le Game 7... on peut reproduire avec le même groupe, avec le même schéma l'année prochaine. Je ne sais pas qui dans ce groupe-là sera capable du coup de dire « Allez les gars, on reproduit pas ce qu'il faut ». Bah, elle est peut-être là l'amélioration à la marge. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui va modifier complètement ta structure contractuelle, mais c'est un mec qui modifie un peu le leadership du groupe. Ça peut peut-être se trouver. Après, faut la légitimité qui va avec, parce que Patty Mills c'est un champion, mais bon. Une espèce de Hallerford, tu vois, des gars comme ça. Je dis pas qu'ils vont faire, mais tu vois, ce genre de type. C'est ça. On est d'accord. Moi, j'adorerais qu'il y ait ça dans ce groupe, parce que je ne pense pas qu'il va y avoir un été Pilates, yoga. Tu vois l'impact de Westbrook méditation. en 6e homme là. Ouais. C'est marrant, il te Clippers avant. C'est sûr. Non mais. Bien sûr. Non mais concrètement, c'est important pour Denver. Bien sûr, mais je crois pas qu'il y a un été de méditation et de pilates là pour Kawhi et Harden qui vont les transformer en extraordinaires leaders de groupe assumés. Quand Kawhi a remporté le titre, on a dit merci notamment Kyle Lowry et Marc Gasol pour avoir solidifié le vestiaire. Oui. Et Harden, on sait qui c'est. Donc, c'est ça. À la marge, c'est leadership plus. Parce que sinon, ils ont quand même un groupe soit leadership plus, soit attaque. Tu améliores certains points, genre la qualité de shoot. Parce que, au-delà du leadership, là, le leadership a crevé les yeux dans le Game 7. Mais ce qui aussi ressort de cette série, c'est que sur les petits détails, c'est Denver qui a pris les matchs. Alors que peut-être avec un tout petit peu plus de shoot, un deuxième ball handler vraiment meneur derrière Harden, peut-être qu'en fait, il n'y aurait pas eu de Game 7 en fait. De la méchanceté. Tu vois ? Ouais. De la méchanceté. J'ai trouvé Denver plus méchant que les Clippers. Ah ouais, mais tu sais que... C'est compliqué d'aller chercher le titre quand t'es pas un peu méchant. Mais c'est la réalité. Ils ont été soft. Et pourquoi ils ont été soft ? Parce que Harden et Kawhi ont été soft dans le Game 7. Et donc, si tes leaders sont soft, compliqué. Ils doivent montrer l'exemple dans ce sens-là. Ouais. Maintenant, on va pas les refaire. On est d'accord. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de nos amis les Clippers. En tout cas, on vous remontre une dernière fois la grille salariale à suivre, le dossier James Harden avec oui ou non la player option activée fin juin avec une renégociation de contrat. Attention à surveiller le dossier Norman Powell qui pourrait être sujet à une extension et ou à des rumeurs de transfert dans quelques mois. Et évidemment le dossier Nico Batum qui on l'espère reviendra parce qu'il a été formidable avec ses Clippers. Un peu tristoun pour Nico quand même. Putain, il a été vraiment énorme. Bon, il est bien là-bas, il a été bon. Qu'est-ce que tu veux ? J'aurais adoré un run de playoff de Nico. Moi aussi. C'est comme ça. Et si on basculait du côté des Lakers ? On reste à Los Angeles. On change juste de vestiaire. On est toujours dans la loose. Ouais, mais un peu plus de bannière. Ah, rien à voir. Et puis alors, rien à voir en termes de physionomie de série. Alors là, ouais. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que autant les Clippers, il y a beaucoup de sommes. Ils étaient dans la série. Ils ont même eu l'opportunité, potentiellement, on peut se dire que le Game 4, s'ils le prennent, il y a 3-1. Je suis pas sûr qu'on revoit Denver. Ouais, c'est une série what if, on va pas sentir. À aucun moment, les Lakers n'ont été en position où moi, avant la série, je pensais qu'ils pouvaient passer. Pendant la série, à aucun moment, j'ai pensé qu'ils pouvaient passer. C'est fou. Là, pendant la série, j'étais genre merde. Mais en fait, certainement un peu de
sous-estimer les Wolves, mais surtout surestimer les Lakers. Surtout en tout cas pour ma part. Lakers, ouais, pareil. Les Lakers de Los Angeles, éliminés au premier tour des playoffs par les Minnesota Timberwolves. Bravo Minnesota, désolé Shannon Sharp, Lakers in 5. Ce seront les Wolves in 5 et donc Los Angeles démarre son premier été avec Luka Doncic, LeBron James et JJ Redick. Quelques mois chaotique du côté de Los Angeles. On a d'abord vécu un début de saison avec JJ Redick qui fait ses premiers pas, des choses rassurantes, des choses chouettes, et puis ce transfert sismique qui a lieu avec Luka Doncic qui débarque, un transfert annulé. Ah, finalement on va récupérer Dalton Knecht et Cam Reddish parce que finalement on prend pas Mark Williams. T'as des matchs rassurants juste avant les playoffs en mars, notamment le match à OKC, on se dit la dynamique est pas dégueu. Dynamique très très bonne. Tu sors en 5 et là beaucoup d'interrogations, je ne sais pas par laquelle tu veux démarrer, mais il y a beaucoup de choses. Il y a déjà des joueurs et des managers et des coachs qui se sont exprimés en conférence de presse de sortie de saison, mais gros été à venir chez les Lakers, soyez-en certains. Tu sors en 5 avec... Il y avait un partout après les matchs à Los Angeles. Les 3 matchs suivants que tu as perdus étaient serrés, voire à peu près serrés, on va dire. Et à 3 reprises, dans des money time, dans les moments cruciaux, dans des circonstances différentes à chaque fois, mais le résultat à chaque fois a été Minnesota a mieux géré les money time et les moments cruciaux que les Lakers. Déjà, ça doit poser des questions. Alors évidemment, tout de suite, on va dire oui, mais en fait, le problème, c'est qu'effectivement, ils n'avaient vraiment pas de big man et que Doncic a besoin d'un big man, de meilleurs écrans, d'un mec qui roule, nanana, et protection de cercle, le meilleur défenseur des Lakers, ça a été LeBron James, en gros, sur la série, tu vois, c'est vrai. Hein, ah, tout à fait. Peut-être qu'ils étaient carbo aussi parce qu'ils bravo ont joué... à lui, mais c'est pas normal. Tout à fait. Limite, le meilleur joueur des Lakers sur la série, c'est LeBron, non ? Ah, tu peux dire pense, ça, tout à fait. Parce que Luka avait été bien parti, mais ça c'est mal. Non, bien sûr. LeBron, en tout cas, avec les deux côtés du terrain et tout, il peut prétendre à être le meilleur joueur tout à fait. de cette série côté Lakers. Je pense que c'est pas normal. Mais non, à 40 ans, c'est pas possible. Tu peux te dire, oui, mais Luka Doncic, on espère il va rester et petit à petit, c'est pour lui. D'ailleurs, LeBron l'a dit, le trade il a pas été fait, il a été fait pour le futur. Nanana. On va revenir sur la déclat de LeBron parce qu'elle est fun. Elle est fun. Ouais, elle est fun. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a des trucs évidents. On dit le big man, le machin, le truc. Ok, très bien. Ils étaient carbo aussi, je le place. Ils étaient carbo. JJ Redick a dit oui, je veux une meilleure préparation physique, je veux que mes joueurs soient plus en forme et tout. Ouais. Il a bien précisé qu'il parlait pas forcément de Luka. Il parlait de Luka, mais pas du tout que de lui. Oui. Il parlait aussi d'Austin Reeves. Il parlait d'autres gars comme ça qui ont eu l'air un peu carbo. Ouais. Ok, très bien. Pourquoi pas, préparation physique et tout. JJ Redick, ça s'est vu que c'était un coach rookie aussi là ? Il a dit qu'il doit être meilleur. Il a dit qu'il doit être meilleur. Il y a des choix qui ont été faits, c'est bon. Ouais, il y a des choix qui ont été faits, ils étaient pas bons. Voilà, ils étaient pas bons. Il n'y a pas eu beaucoup de nuances pendant les matchs aussi, donc ça c'est un peu embêtant. Il est rigide, hein. Ouais, mais c'est embêtant. Il va falloir travailler là-dessus. Donc en fait, c'est sa première saison. Ça fait beaucoup de trucs à améliorer. Il y a des trucs tu peux te dire. Ok, ouais, les Lakers, c'est les Lakers. En plus, ils ont quand même des assets assez corrects parmi tous les contrats qu'ils ont. Donc, tu vois, assez corrects, quoi. Les contrats de Reeves, de Vanderbilt, de Rui Hachimura ou quoi. Il y a des trucs tradables, on va dire ça comme ça. Oui. Et donc, tout de suite, les rumeurs sont là. Brook Lopez, Nick Claxton. Ils vont l'avoir leur pivot, honnêtement. Alors, enfin, ils vont. Tout à fait. Je pense. Tu vois, après, s'ils l'ont pas. Dans l'ordre de priorité, il l'a dit Rob Pelinka, tous les scénarios seront envisagés pour apporter ce pivot aux Lakers. Ça, c'est sûr et certain. Il y a besoin d'un pivot aux Lakers. Désolé Jackson Hayes, désolé Alex Len, c'est pas possible. On veut des pivots de niveau playoff, de niveau juste titulaire NBA. Donc, ils vont tout faire. Il y a plein de rumeurs. Walker Kessler, Jakob Poeltl. Là, tu parlais de Brook Lopez et Clint Capella parce qu'ils sont agents libres. Non, j'ai Nick Claxton. Nick Claxton, tout à fait. Clint Capella parce qu'il est agent libre. Là, tu peux caser Nick Claxton, tu peux en caser plein d'autres. Jaren Jackson Jr. si ça se passe mal avec les Lakers, parce que tous les montages. Oui, pardon. Parce que tous les montages sont possibles. Yanis, ça serait parfait, hein, mais. Tout à fait, voilà. En tout cas, comme l'a très bien dit Monsieur Rob Pelinka, c'est que on s'est rendu compte, notamment sur le début de saison, avant même qu'il y ait le transfert, qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur derrière un des meilleurs intérieurs de toute la ligue, Anthony Davis. Et lorsque tu en as Anthony Davis, il n'y a plus rien. Il y a peanuts. Il n'y avait pas de backup, il n'y avait pas de truc. Donc, il leur faut un pivot. Ça, c'est sûr et certain. 2 même. Et 2, évidemment. Je crois qu'il en faut 2. Évidemment. C'est pas facile parce que même s'ils ont ce côté sex appeal, les Lakers, il va falloir aller les chercher. Donc, il va falloir un petit peu improviser. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant que Rob Pelinka dise que tous les scénarios seront envisagés. Attention, c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui se pensent intouchables, qu'ils ne le sont pas forcément.
Tu penses à qui là? Austin Reeves. Ah oui. On verra, voilà. Mais JJ Redick, première saison, tu le dis bien là, il y a des choses qui se sont senties au niveau rookie. Moi, là où je lui en veux pas trop, c'est que c'est sa première saison pro. Il se retrouve avec un transfert comme on a rarement vu dans l'histoire de la NBA. Et je trouve que les Lakers font une très belle régulière compte tenu de ce contexte-là. Mais surtout, là où C'est ils une nous ont belle surpris, régulière, quand même, et les d'ailleurs Lakers. c'est pour ça que les pronostics de beaucoup de gens n'étaient pas bons au premier tour, ils nous ont surpris post-trade deadline. Avec une défense pas si mauvaise que ça, avec un Luka Doncic qui donnait l'impression de monter en régime, avec un LeBron qui, qu'on le veuille ou non, continue à proposer un niveau de jeu au NBA ou pas loin, hein, attention, Ouais. tu vois. Donc c'est ça le truc. Maintenant, on a vu que face à une vraie équipe de basket, ce que ne sont pas les Lakers. Non, c'était un peu Eh ben, ils peuvent pas. pièce. C'était Ils un assolement peuvent de pièce. Ouais. Et donc maintenant, charge aux dirigeants de faire devenir cette équipe une vraie équipe. Alors tout à fait. Ça va aussi passer par les joueurs. Et ça va passer par les joueurs. Parce que là, moi, il y a des trucs qui m'ont pas du tout plu. Et dans cette série, toi, t'as pas du tout kiffé Luka Doncic, sa défense. Ah, non, il se non. fait blow-by dans tous les sens. C'était la clé. Moi, perso, les déclats de LeBron post-série, je suis pas fan. Eh ben on va y venir Je suis justement. pas fan. LeBron qui s'est exprimé bien évidemment et concernant le fait de convaincre Luka Doncic de prolonger aux Celle-là Lakers, encore, ça va. il a dit c'est pas mon travail. Luka sait ce que je pense de lui. Au final, ce transfert, il a été fait pour le futur, il n'a pas été fait pour C'est moi. vrai, c'est factuel. Ça. Oui, Luka doit décider ce qu'il veut faire de son futur. Il a 26 ans et j'en ai 40, donc il peut pas se baser le reste de sa carrière sur moi. Mais j'espère évidemment qu'il restera. Les fans des Lakers l'adorent, la ville l'a accepté. On l'aime comme un frère, mais au final, il doit prendre cette décision pour lui. Et soyons francs, je ne serai pas là pendant encore très très longtemps. Qu'est-ce qui toi t'a embêté avec LeBron Là, tout ce passage-là sur Luka, c'est un peu tricky. C'est normal que les journalistes lui posent la question. Je trouve qu'il a dit qu'est-ce que tu veux qu'ils disent tellement d'autres. Moi j'en veux pas trop. LeBron, bon, j'aime pas cette déclat, mais je veux pas non plus attendre des merveilles de déclat alors Non, que tu viens de te faire sortir là-dessus, en 5. non. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est entre les lignes, dans les sous-déclats, du genre, tu vois, j'aimerais bien. Alors là, vraiment, j'aurais bien aimé qu'un mec comme ça, la carrière qu'il a, le pognon qu'il a déjà amassé, dise Oh là là. bien évidemment que je vais prendre une putain de pay cut Oh là là. à la Dirk Nowitzki. Oh là là. Non mais, Oh le sujet. t'aurais pas kiffé? Ah bah tous les très grands joueurs de l'histoire font ce Non, genre de move. Pas tous, non. Oh, non, non. Non, les plus grands. Ouais, enfin, Kobe, tu le mets où? Tu le mets où? Ouais, il est très grand. Il a fait des pay cuts, je crois pas. Hein. Il a même Non, non. flingué ces dernières années. Absolument. Voilà, donc Ah mais je dis pas que attention. donc hein. c'est pas tous les plus grands. C'est pas tous les plus grands, mais en tout cas parmi les très grands joueurs de l'histoire, Il y en a qui l'ont fait. on a vu des garçons qui l'ont fait et c'est marrant. Ça permet à leur franchise de rester au plus haut niveau en termes de compétitivité. Et attention, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. LeBron a fait un pay cut l'année dernière pour permettre Il aux l'a Lakers, déjà fait. Et il l'a déjà À fait. l'époque, The Decision, il y a un pay cut de Wade, Et de il l'a LeBron, déjà de fait. Bosch. Bien sûr, donc il faut Il l'a remettre l'église au centre du Bien village. sûr, non, mais attends, je vais pas commencer. Mais là, il a dit il y aura pas de pay cut cet été. Attends, déjà, le fait qu'ils le disent Donc comme il ça, le laisse sous-entendre. il le laisse sous-entendre, ça me dérange. Le timing, alors là, pour le coup, mec, là, j'aurais bien préféré largement une langue de bois. Genre, on va voir, on n'en est pas là. Putain, on est en mai, là, t'as pas besoin d'annoncer ça. Regarde, Pelinka, il est là, il dit oui, je vais essayer de faire des moves. Eh gros, t'es menotté. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es obligé de payer Luka bientôt. Et LeBron, il veut pas te faire de pay cut. T'as déjà quasiment un salary cap en 2 joueurs. C'est pas mon travail, vous vous débrouillez. Ça, c'est pas son travail. Par contre, Non, mais je dis, je suis pas du tout d'accord, mais donc c'est ironique. Hein, Voilà. oh là là, moi je prends mes sous et puis on verra après. C'est pas à moi de faire ce pay cut là. donc ça, je vois pas trop le délire. Qu'ils viennent pas nous casser les couilles après. Ah non, oui, on n'est pas compétitif. Gna, 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 gna. Bah voilà. Ça, déjà, voilà. Maintenant, de l'autre côté, donc ça m'a saoulé. On verra ce qui va se passer. On verra comment ça va se gérer. Le truc qui sauve un peu LeBron pour l'instant, c'est que, ok, ce serait bien qu'il prenne un petit pay cut, qu'il est en player option. J'allais dire, je me permets, Il est en LeBron, player il a une player option à 53 millions de dollars. Soit il l'active, soit il négocie un nouveau contrat en disant ce sera tant Alors, et pas en dessous. Négocier un nouveau contrat, c'est quoi? LeBron, là, il dit je vais plus être là encore très longtemps. Pour l'instant, il a rien annoncé. Non, mais on va faire la LeBron, s'il va prendre 1 plus une player option, comme ça on se dit tous rendez-vous en juillet pour savoir s'il annonce sa retraite ou pas. Voilà. Est-ce que la 2025-26 c'est sa dernière saison ou est-ce qu'il va y avoir un plus Il va garder tout le monde et en qu'il va- attente. Voilà, bien sûr, mais en même temps, il va garder tout le monde en attente. Connaissant le goût du garçon pour la communication, je ne le vois pas partir sans un farewell tour, moi. Je te confirme. Ou alors, il va tous nous prendre à revers
et il y aura juste une grosse célébration avec une annonce au dernier moment. Attention, il est capable. Mais on verra. Mais le farewell tour entre guillemets à la Kobe, je voyais bien LeBron faire ça. Oui, je te confirme. Ou Jojo aussi, Jojo à l'époque, Jojo, il y a farewell tour. Hein. Ah, bien sûr qu'il y a farewell tour. Attends. Il annonce grave et tout. Puis d'ailleurs, il était encore bon, hein, Jojo. Hein, quand il fait le farewell Kobe, il était vraiment à la fin, lui. Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué, Kobe. Hein. Mais Jojo, ça envoyait une équipe dégueulasse qui n'allait pas en playoff, mais ça envoyait encore du lourd. LeBron, ça envoie encore du lourd. Je veux dire, LeBron James, là, sa série. Candidat MVP cette année. Sa série contre. Mais alors, candidat MVP en régulier, puis sa série contre les Wolves. Alors, il y a des choses. Il a l'air cramé parfois dans la fin de quatrième quart. Il n'a pas été très bon dans les money time. Il y a évidemment un peu de problème là-dessus. Mais défensivement, moi, je trouve qu'il s'est vachement donné par rapport à tout ce qu'on dit de lui. Il y a eu beaucoup de bons moments. Enfin, il a encore envoyé du gros niveau. On lui a demandé de jouer 5, il a accepté de jouer 5. Avec on a des dit en gros conférence gars. de presse, ça non. te dérange pas de jouer 5? Il a fait sans commentaire, merci. Donc, la dernière fois qu'Anthony Davis a demandé de l'aide, il s'est fait transférer la semaine d'après. C'était drôle. J'ai bien aimé. Oh, c'était une bonne vanne. Celle-là, j'aime bien. Elle est bonne. Juste, je vais le dire face caméra. Je sais que tu peux prendre des gens pour des gros cons, mais alors nous la faire à nous, le côté... pas prévenu, rien, pas su, c'est pas moi, il n'y a pas de... Vraiment, ce transfert, je n'étais absolument pas au courant de quoi que ce soit. Et pour Anthony Davis, il a été transféré, pas à nous, LeBron James. Hein. Ah oui. Pas à nous. Pas à nous. C'est vrai qu'on a du mal à y croire. Pas à nous, celle-là. Non, on a du mal à y croire, j'avoue. Alors, après, c'est le business, attention, hein, mais juste pas à nous. Et donc, tu vois, par rapport aux Clippers là, dont on parlait il y a encore quelques minutes, je pense pour le coup que l'effectif là qu'on a sous les yeux des Lakers ça a bougé, hein. Va pas du tout être les mêmes la saison prochaine. Alors, faisons la liste. Pas du tout. On verra, il y a peut-être des pièces qui vont rester. Par exemple, moi je pense que Dorian Finney-Smith c'est un mec que tu gardes. Alors, étant donné son prix et son contrat, t'as envie qu'il reste. Tout à fait. Je trouve. Hein. Alors, tout à fait. Si ça vous va, dans l'ordre, je le fais en speed. LeBron, normalement, va rester chez les Lakers. Même si certains ont fait les rumeurs du style dans son entourage, on pense qu'il pourrait finir sa carrière dans une autre franchise. Moi, j'y crois pas. À vous de nous dire ce que vous en pensez. Il irait où? Non, c'est bon. Il retourne à Cleveland encore. Avec Evan à l'Olympiakos, comme ça on sera bien. Luka Doncic. Les Knicks. Ouais, tout à fait, les Knicks. Luka Doncic. Le serpent de merde, tu sais. Sur le dossier juste Luka, avant de parler de tout à fait, vu que tu le faisais là, Dorian Finney-Smith. Luka a été récupéré. Les Lakers ont dit ils sont contents d'avoir le nouveau visage des Lakers sur les 10-15 prochaines années. Ça veut Nico Harrison. Les Lakers ont la possibilité, à partir du 2 août, je donne les infos, d'émettre une proposition d'extension max de contrat pour Luka Doncic. Pour que tout le monde ait les éléments, il peut la prendre, la totale. Il peut aussi, c'est un scénario fort probable, faire une prolongation de contrat de 3 ans qui le mènerait à 10 ans d'expérience dans 3 ans. Il lui permettrait de toucher les 35% du salarié cap. Immense salaire, ouais. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a une possibilité d'extension de contrat juste de 3 ans pour Luka et que ce soit pas la full house. Allez, on prend 5 ans avec les Lakers. Pour que ça soit bien clair pour tout le monde, s'il étend de 3 ans, il a déjà la 25-26 la saison prochaine qui est dans son contrat qui est garanti et ça ferait sauter, je pense, sa player option. Oui. Et les 3 ans, ça serait 26-27, 27-28 et 28-29. Donc ça donne quand même de la visibilité aux Lakers. Tout à fait. Luka, Alex, il vient de vivre une saison la plus difficile de sa carrière. Clairement. Au niveau tout, sismique, mental, émotionnel, psychologique, émotionnel, tout ce que tu veux. Je suis d'accord. J'ai l'impression, comme il le dit, qu'il se sent accepté et désiré chez les Lakers et donc c'est quelque chose qui lui fait du bien après ce qui s'est passé là. Los Angeles, il y a des choses pires dans la vie. Hein. Tout à fait. Pour autant, l'effectif a été magnifiquement construit à Dallas autour de lui pour aller loin et il y a du boulot là chez les Lakers. Par rapport à cette situation de LeBron d'incertitude, Luka, tu le sens comment? Il a dit qu'il veut jouer avec la Slovénie là cet été à l'Eurobasket. C'est un garçon qui doit quand même faire attention à ça, c'est-à-dire, ok, moi je veux bien jouer avec LeBron, mais combien de temps le pépère il est à mes côtés? Non. Je pense que ça, c'est le vrai critère, c'est LeBron ne prend pas de pay cut, donc comment tu entoures cette équipe, comment tu l'adaptes à Luka Doncic. C'est la question. Non, mais je veux dire dans le sens où, tu vois, si LeBron ne prend pas de pay cut, t'as pas de marge, très peu. Par contre, t'as des contrats, éventuellement, celui d'Hachimura, celui de Dorian Finney-Smith, celui d'Austin Reeves, celui de Gabe Vincent, celui de Maxi Kleber, celui de Jared Vanderbilt, pourquoi pas Dalton Knecht, pourquoi pas Shake Milton. Il y a pas mal de contrats, là vous les voyez à l'écran, que Pelinka peut utiliser pour modifier l'équilibre de son équipe. C'est-à-dire que peut-être que en échange de Rui Hachimura et de je ne sais quel autre petit contrat, tu peux aller chercher et tu mets un pic de draft ou des second round ou je sais pas quoi, et Sean Marks, lui, il est content, il va te lâcher Nick Claxton. Je sais pas, hein, je fais complètement des hypothèses. Ce que je veux dire, c'est qu'en faisant ça, t'enlèves un ailier, mais tu rajoutes un vrai pivot, rim runner, rim protecteur qui collera plus non seulement avec Luka, mais même avec LeBron en fait. Oui. Donc
c'est possible au-delà d'avoir de la marge. C'est moins facile si LeBron veut rien lâcher, mais c'est quand même possible. Donc, adapter l'effectif des Lakers comme ce qu'avaient fait les Mavs au jeu d'un Luka Doncic, pourquoi pas. Mais ça va passer aussi par Luka Doncic, saison difficile, émotionnellement, psychologiquement, machin, tout ça. On comprend tous, on l'a vu, il a pleuré quand il est rentré à Dallas. Je pense qu'il est sincère. Oui. Il est jeune, il s'attendait pas du tout à ça. Ça à personne. Je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il a besoin de temps pour faire une sorte d'espèce de petit deuil un peu. Ouais. Et peut-être que l'été peut servir à ça. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a envie d'aller jouer avec la Slovénie. Avec la Slovénie parce que c'est doudou. Hein. Vas-y, on va jouer, on va prendre, on va aller, doudou, hein. On va passer à Ljubljana, on va prendre l'air du pays. Exactement. On va jouer avec les copains. Attention, Prepelic, il y a Batum dans ton dos, tout ça. Tu vois. Fait. Voilà. C'est important. Ça, c'est important. Et moi, ça me dérange pas plus que ça. Si c'est en plus, ça lui permet d'être en forme. Une lignée d'être en forme mentalement et physiquement. Mais je pense que l'un ne va pas aller sans l'autre. Non, bien sûr. Et donc, du coup, la vraie clé pour les Lakers, elle est dans Luka Doncic. C'est-à-dire que l'entourer, c'est les Lakers. On le sait, ils y arrivent toujours. Regarde les mecs, ils disent « Oh non, Mark Williams, on n'en veut pas. Allô, la NBA, on peut annuler le trade, on peut sortir la carte annulation, comment ça marche ?» Enfin, tu vois, genre, voilà, ils vont trouver. Pelinka, il a réussi à trader, à faire venir Luka Doncic. Vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas réussi à faire venir des pivots. Non, mais il va réussir. Ils vont trouver. C'est surtout ça qui leur manque, hein, parce que si tu ajoutes des pivots, t'enlèves un ailier, t'ajoutes des pivots, t'enlèves peut-être. Enfin, tu vois, t'as l'équipe. On verra ce qu'ils font autour d'Austin Reeves, mais c'est jouable. C'est en Luka que ça joue. Bien sûr, Luka, on l'attend, là, à 27 piges bientôt, d'avoir le fameux prime absolu de Luka Doncic, c'est-à-dire revenge, après ce qui s'est passé avec le transfert par des les Mavs et s'est fait salir par les Wolves. Et par les Wolves, qu'on revienne, qu'il n'y ait plus aucune conversation là sur ces histoires à la compte défense, qu'il soit en top shape, que plus personne n'ose faire des montages avec lui en train de fumer la chicha et de manger des kebabs. Il va pas devenir Amen Thompson, non, c'est pas ce qu'on dit, hein, c'est pas ça. Mais d'être voilà. Mais c'est déjà très bien d'être un top athlète au top de sa forme et qui tient sur une longue série et des longues playoffs sans avoir à se baisser dans tous les sens. Donc oui, je suis d'accord. Tout va se passer, notamment cet été, et était fondamental même dans la vie de Luka Doncic. C'est même pas que juste la carrière ou là le passage Lakers, ça va être trop important pour lui parce que ça va déterminer tout à fait la suite. Moi, j'ai un scénario que je garde en tête et que j'ai besoin de t'exposer pour que tu me donnes ton avis. Ça concerne Austin Reeves, qui nous a fait une super saison en tant que troisième larron, troisième fourche du trident. Là, qui a bien explosé en vol contre les Wolves. Qui a bien explosé en vol contre les Wolves, qui s'est fait ouvrir en deux défensivement aussi. Et en plus, il n'a pas été là tirs. pour rentrer ses tirs. Et donc, Austin Reeves, pour moi, c'est mon avis, mais il a une saison prochaine à 14 millions de dollars. Un des meilleurs contrats de toute la NBA. Ensuite, il a une player option qu'il ne prendra jamais. Parce qu'il vaudra le double. Exactement. Donc, ce qui veut dire, sauf extension proposée prochainement par les Lakers, que Austin Reeves peut être agent libre dans un an. Si les Lakers ont besoin d'avoir deux ailiers dans le top 10 de la NBA moderne, Luka Doncic et LeBron James, avec un pivot de très très haute qualité. Je mets meneur, mais forward, playmaker, ball handler. Tout à fait, ball handler, merci. Deux des meilleurs ball handlers décisionnaires de la NBA moderne. Et que tu as cette pièce-là, Austin Reeves, qui est certes très attaché aux fans des Lakers et que les fans des Lakers apprécient beaucoup parce que c'est un des rares produits de formation locale qui a été resté parce que c'est souvent les pièces qui ont été formées. Hein. On y va, t'es dans un transfert, ça part. Je surveillerai très très fort cet été le sujet Austin Reeves parce que s'il y a bien un mec qui peut apporter en contrepartie un pivot de très nette qualité et un pivot de très bonne qualité avec LeBron, avec Doncic et tu travailles ton banc, là moi je suis la compétition à l'ouest, j'en ai plein le cul. Ouais, et puis en plus, vraiment, si tu fais ça, ça veut dire que tu peux imaginer le faire en gardant Rui Hachimura et Dorian Finney-Smith. Potentiellement. Pourquoi pas Vanderbilt aussi à voir. En gros, tu gardes tes ailiers 3&D. Bon, le 3 est pas toujours là, mais D par contre, il est quand même bien là. Oui. Et en fait, t'enlèves Austin Reeves, mais t'as Luka à la main, voir ce que tu fais de Gabe Vincent, de Dalton Knecht, à voir pour tes rotations un peu sur les postes de guards. Mais effectivement, c'est probablement
le contrat le plus stratégique à trader pour Pelinka. Hein. Et moi je veux bien l'avis des gens de la Laker Nation, c'est peut-être ils vont me dire non, trop pas, on le garde et on le prolonge parce que attention aussi, LeBron quand il va prendre sa retraite, il faut pas qu'on lapide tous nos assets. T'en trouveras un autre à ce Mais t'en moment-là. trouveras d'autres parce que t'es Los Angeles Lakers. Moi je trouve que Austin Reeves, il y a un scénario tout à fait où toi et moi on fait les 30 prix en 30 jours, il est dans la colonne départ. Ouais. Parce que en fait Rob Pelinka trouve à la fois le sort de... En fait, évidemment ce n'est pas Karl Anthony Towns, Austin Reeves, mais tu as pas mal parlé, et c'était très vrai, du trade de Karl Anthony Towns fait par les Wolves qui leur apporte 2 pièces, c'est-à-dire à la fois Julius Randle en 5 et Dante DiVincenzo en sortie de banc. Il existe un scénario dans lequel les Lakers sont capables d'avoir soit de l'aide uniquement au poste de pivot, dans un gros transfert autour d'Austin Reeves, mais aussi d'améliorer ton banc. Parce que le banc des Lakers, quand on a commencé à faire jouer 24 minutes tout le 5 face à Minnesota, il y a besoin de travail aussi. Si tu avais déjà rien qu'un pivot, tu as un meilleur banc de facto, vu que tu as un ailier, tu vas pouvoir rajouter un ailier sur le banc. Absolument. De facto. Et donc avec Austin Reeves, vu la taille de son salaire, ça va être dur d'avoir pour Austin Reeves un pivot et un autre bon joueur. Par contre, tu peux réfléchir avec des contrats. Voilà, c'est ça. Et donc regardez, Austin Reeves est la pièce qui intéresse l'équipe d'en face. Et toi, tu vas pécho, donc avoir... Bon, j'ai parlé de Nick Claxton. Il faut pas oublier la piste éventuellement plutôt sign and trade de Clint Capella. Il faut pas minimiser une piste Brook Lopez, même si c'est pas forcément ma préférée. Pivots, là, ouais. C'est pas forcément ma préférée, mais ça peut se regarder. Non, je sais pas, en post-season, je vais mettre en régulière, pardon. Je vous mets quelques pivots là. Hein? Vucevic. Combien il gagne Vucevic? 20. Après, c'est pas un rib runner. Hein. Turner est agent libre. Miles Turner, mais je vois pas du tout les Pacers se lâcher contre un Austin Reeves. Non, enfin, mais sacrément convaincant. Mais hein. s'il le prolonge pas, parce qu'il demande un gros tarot. Nasrid, pareil, il a pas un gros contrat. On va voir comment vont faire les Wolves. Hein. Est-ce que Nasrid est vraiment le type de profil que les Lakers veulent? Je suis pas certain. Non, le vrai profil, à mon avis, le top du top du top, c'est genre ils l'auront pas, mais tu vois, c'est genre Jarrett Allen, quoi. Tu vois. Oui, ça, ou Jalen Duren. Ouais. Voilà, ça c'est parfait. Mais Nick Claxton, c'est pas dégueu. J'aime bien. Goga Bitadze, ça leur ferait grave de bien. Grave de bien. Il est trop fort. Mais Wendell Carter Jr., toi, allez, parce que le Reeves, ça ferait du bien au Magic. Hein. Reeves, ça fait du bien au Magic. Moi, je suis le Magic. Je regarde très fort un mec comme ça. Il a du shoot quand il veut. Il te fait du bien en régulière. Après, il faut voir comment il évolue en playoff. Mais tu peux le cacher en défense. Tu as tous les extérieurs qu'il faut de la terre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Capella. Ouais, Capella, pas mal. Capella, bien sûr, pas mal. Steven Adams, tu vois? Il y en a des pivots. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a. Moi, je pense qu'il leur en faut 2. Peut-être pas les 2 contre Austin Reeves. Je pense que dans l'intersaison qui arrive, il leur en faut 2. Il en faut un dans un trade. Un mec vraiment où on dit, ok, ouais, c'est un pivot titulaire d'une équipe qui peut prétendre faire des choses sérieuses. Et derrière, soit dans un plus petit trade, soit sur un marché de mecs minimum vet, agent libre ou quoi, t'en signes un autre là. Parce que moi, Jackson Hayes, j'en fais même pas mon pivot remplaçant en fait. Non. Moi, Jackson Hayes, c'est mon 3e pivot éventuellement, et voilà, point barre. Oui, bien sûr. Il a montré des choses pas inintéressantes, mais on a capté. On a capté. Gros été à venir. Côté Lakers, vraiment beaucoup de boulot pour Rob Pelinka qui avait déjà fait un transfert sismique en février dernier, mais il le sait et il l'a assumé. Là, dans ses propos, il a dit va falloir bosser cet été, d'abord sur le poste de pivot, essayer de renforcer ce groupe. Beaucoup de sujets à surveiller, à la fois le 2 août, comme je vous ai dit, la proposition d'extension de contrat pour Luka Doncic et laquelle va-t-il signer, ou en tout cas sur laquelle il va se mettre d'accord avec le management de Los Angeles. Eux, ils vont lui mettre une propale sur la table. Hein. Oui, tout à fait, mais laquelle lui va accepter et négocier. Non, mais je veux dire, les Lakers, il n'y a pas de monde, à mon avis, où ils lui mettent pas une propale sur la table. Ça va être le max, c'est terminé. Mais après, c'est à lui de dire attention, peut-être que je vais juste prendre plutôt 3 ans parce que ça m'arrange et que voilà, je suis dans le projet. Les Lakers pourraient être d'accord avec ça. Pour être d'accord. Gros été à venir. Juste, moi, j'ai un dernier sujet, même s'il est mineur, hein, mais c'est jamais facile pour des joueurs d'apprendre qu'ils auraient dû être transférés et de rester dans le projet. Est-ce qu'on a également Dalton Knecht dans la colonne des départs prochainement? Parce qu'il devait être dans la colonne des départs contre Mark Williams. Il a fait son retour dans la franchise. Il est complètement sorti de la rotation pour des raisons de défense, notamment, et d'inexpérience, alors qu'il avait un bout de shoot qui aurait pu être utile. Comment ça se passe sur le dossier de Dalton Knecht? Parce que c'était quand même une des belles satisfactions du début de saison des Lakers. Hein, si c'est lui la pièce qui te permet de pécho le pivot que tu veux, c'est sûr, il part. Parce qu'il devait partir à la base. Oui, bien sûr.
Donc à voir. Faut voir comment ça se goupille. Faut voir. En fait, ce qu'on va avoir, ça va être un effet de domino. Est-ce que Pelinka va vraiment essayer de transférer Austin Reeves ? S'il essaye vraiment de transférer Austin Reeves, ça peut être l'occasion aussi pour Dalton Knecht. C'est pas qu'il va remplacer Austin Reeves. Déjà numériquement, il peut en termes de poste, il peut en termes de style de jeu, ça peut se ressembler un peu, tu vois, le shoot et tout. Donc ça peut être aussi ça la discussion. Faut voir les discussions, faut voir l'ambiance qu'il y a entre JJ Redick et Dalton Knecht par exemple. Après, si t'as une équipe, c'est plutôt silencieux cette affaire. Hein. Si t'as une équipe qui dit oui Austin Reeves, mais ça serait plutôt dans un trade à 3. Par contre, vous pouvez pas nous mettre Dalton Knecht et tout. Et nous, dans ce cas-là, les Brooklyn Nets, vu qu'on est en reconstruction, on est OK pour vous lâcher Claxton et pas trop vous rafler de pique ou quoi. Ça peut intéresser les Lakers. Ça peut être le cas, je sais pas, avec les Blazers. Genre, bon, le contrat Dayton est trop gros pour les Lakers, mais bon, Robert Williams il se blesse, mais est-ce que ça peut quand même intéresser pour faire justement ton pivot remplaçant Williams, tu vois, genre, t'as des équipes comme ça qui vont potentiellement avoir des mecs à lâcher. Hein. Tout à fait. Dites-nous qui vous voulez en pivot chez les Lakers cet été, parce que c'est quoi ton idéal d'idéal, hors superstar irréaliste en termes de contrat? C'est quoi ton pivot que tu voudrais vraiment voir? Je veux dire, évidemment, moi dans l'idéal, je serais content d'avoir, je sais pas, Bam Adebayo, mais tu vois, genre, faut pas rêver non plus, quoi. Tu vois, faut rester calme. Bonne question. Le profil de Nick Claxton, il est bon, non? Enfin, pour ce que veulent faire les Lakers, non? C'est intéressant? Oui, après moi, j'avoue, c'est peut-être un petit peu dur, mais ou que c'est peut-être too soon à entendre, mais ils n'ont pas un surplus d'intérieur à Dallas. Genre Gafford ou Lively. Super. Ah ouais. Je suis désolé, hein, je sais que ça fait mal. Hein. Ah, moi je suis Pelinka, je réappelle. Hey Nico, comment vas-tu? Oh Austin Reeves, tu connais? Dalton Knecht, tu préfères? Qu'est-ce que t'en dis? Alors Austin Reeves, j'avais refusé de te le mettre dans le package en février, mais maintenant il est dispo. Il est dispo à un prix réduit. Et renvoie-moi Max Christie, s'il te plaît. Oui, voilà. Non mais bien sûr. Mais tu vois, moi j'aurais été peut-être toqué à la porte de. Vous êtes sûr de le vouloir encore, Daniel Gafford? Parce que du coup maintenant ils ont Gafford, Anthony Lively, Anthony Davis. Davis. Il y a un petit embouteillage. Ça peut être très drôle. Moi j'aime ce genre d'humour. Et sinon après, toi t'as une cible qui te plaît? Moi j'aime bien le profil de Claxton. Ah, ce serait super. Et je pense que le trade est réalisable. Parce que je pense que Brooklyn, il en est pas là. Brooklyn, il est dans. Ok, j'ai pris des assets, il faut que je fasse péter une superstar et après je vais voir. Il est là-dedans, Brooklyn, on est d'accord. Après, en fonction de comment ça évolue pour eux et comment l'ambiance est entre le joueur et la franchise, surveiller le dossier Mitchell Robinson. Oui. Surveiller. Faut voir, hein. Les Knicks, je te dis pas qu'ils vont le lâcher, mais ça se surveille quand même très très fort. Oui. Si jamais Mitchell Robinson devenait disponible. Je pense qu'un petit coup de fil à Orlando, ça mange pas de pain. Il y a beaucoup de joueurs, il y a Goga, il y a Mo Wagner, le pauvre, il a été blessé et tout machin, mais il y a Wendell Carter, est-ce qu'ils vont garder tout ça et tout machin? Peut-être qu'ils vont dire non, t'es ouf, on garde tout, merci, t'es gentil, mais peut-être qu'ils vont dire Austin Reeves, tu vois, genre, ça améliore notre équilibre d'équipe, je sais pas. Mark Williams et les Hornets, on oublie, parce que je pense que voilà, il y a du passif maintenant. Ouais. Capella, profil. Capella, ça peut être pas mal. Ma pour foi. Lakers, là, ça a parlé de Walker Kessler aussi, de Utah. Oui, c'était Poeltl, Kessler et tout. Jacob Poeltl. En gros, il y en a, hein. Des pivots, rebondeurs, mobiles. Alors ça va pas être des génies en attaque et machin et tout, on a capté. Mais qui vont te protéger un peu ton cercle, prendre 10 rebonds par match et fermer leur gueule et faire les poubelles de Doncic, LeBron et Dorian Finney-Smith et compagnie. Tu vas en trouver. Ouais. Et tu as les contrats à proposer. Je veux dire, c'est pas genre les Lakers qui vont enfiler toute la ligue et tout. C'est plutôt, ils ont des contrats honnêtes et il y a des équipes que ça va intéresser. Absolument. Dites-nous vous ce que vous pensez à la fois de cette off-season qui attend l'équipe des Lakers, mais également celle des Clippers, deux équipes qui espéraient jouer au mois de mai, mais qui ont dû arrêter leur malheureuse aventure le 1er mai. Faites du travail. Merci messieurs. De toute façon, on est déçus parce que, on n'est pas déçus justement, non. Les pronostics sont pas passés ici sur ce canapé. Par contre, moi, Los Angeles en vacances, j'ai pas de souci avec ça, moi perso. Hein. Voilà. Hein, le bon gros fan des Spurs et le bon gros fan des Suns, ça. Ah bon, les Lakers sont éliminés. Oh tiens. Ah merde, apéro lundi.
Voilà. Hein On va faire un apéro pour taper sur Los Angeles. Voilà. Oh Oh non. mince. Ah là là, mais non, mais Laker Nation et Clipper Nation, vous le savez, on vous aime fort. C'est juste que y a des historiques de rivalité, c'est comme ça. C'est comme ça. Exactement. On vous fait des bisous et on se retrouve bientôt pour d'autres petits apéros sur les playoffs 2025. Des Ciao. bisous, à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.